De retour sur le plateau de la Tranche Info, place maintenant au jeudi Anthropologie Noire avec notre expert des humanités classiques africaines, Nusere Kalala Omotunde. Bonsoir professeur. Bonsoir. Vous nous revenez tout droit du Cameroun. Totalement. Vous avez de nouveau été récompensé justement pour votre travail autour de l'histoire et autour effectivement de cette anthropologie noire qu'on essaie de mettre en avant. Alors dites-nous tout professeur, comment ça s'est passé ? En fait c'était le grand colloque international du Cerf d'Otola, qui était basé sur le fait de revisiter la pensée africaine, c'est-à-dire créer une nouvelle pensée africaine. Et c'est vrai que c'était très touchant parce que, je dirais, en quelque sorte, tous mes pairs étaient présents, c'est-à-dire au niveau de l'histoire, toute l'école diophienne, il y avait le professeur Obenga, le professeur Biyogo, enfin tout le monde était là. C'était vraiment très touchant parce que ça faisait pour certains quelques années qu'on ne s'était pas vu. Et c'est aussi le moment de faire le grand bilan de toutes ces années, parce que je tiens quand même à rappeler que Omotunde n'est pas sorti d'un chapeau. C'est que moi je suis parti faire mes études et très tôt je me suis rapproché au départ de la Siva Serva, qui était un institut d'histoire et d'études des humanités classiques africaines qui avait été fondé dans le 12e arrondissement par des personnes donc venues du Cameroun. Et c'était le professeur Doukaya qui faisait l'enseignement. Donc c'est avec lui que j'ai commencé l'enseignement donc des hiéroglyphes, des Médounétières. Et vous voyez, donc c'est important de voir finalement que le sérieux que j'avais mis dans ces études-là, ils ont vu véritablement que depuis le départ, j'étais très sérieux dans cette affaire. Vous voyez, et le fait de voir que après toutes ces années, que voilà, le travail a été fait et qu'aujourd'hui ils peuvent compter sur moi pour faire des interventions techniques, scientifiques, intervenir dans tous les milieux. Donc c'est vrai que ça a été particulièrement touchant, surtout quand on m'a remis le prix, parce que se voir remettre un prix alors que vous savez que vous êtes venu, vous étiez un petit bout de chou, voilà, venu faire ses études. Vous étiez en train d'apprendre des choses et de voir aujourd'hui qu'on vous récompense, parce que c'est pas rien. La distinction, c'est quand même haute surtout distinction. De ses pairs, surtout de ses voilà, pairs. c'était quand même une haute distinction scientifique. Hein, donc devant tous ses pairs, devant Monsieur Binam, qui est aussi le secrétaire exécutif du Cerf d'Otola, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, de côtoyer déjà depuis 2014. Et puis il y a eu aussi l'UNESCO, pour laquelle j'ai mené quand même plusieurs missions. Donc c'est vrai que tout ça m'a beaucoup touché. Et je dirais que la réaction aussi des gens m'a beaucoup touché, parce que j'ai vu que quelque part, sur la scène internationale finalement, il y a une grande attention qui est portée à tout cela. Hein, il y a le désir de connaître, mais je dis toujours, il faut étudier techniquement les choses, parce que c'est important de bien connaître pour transmettre aux jeunes générations sur la base d'une documentation scientifique établie. Voilà tel fait, voilà tel fait, voilà tel autre fait. Donc tout ça, c'est très... D'ailleurs, j'ai amené des images, si on peut voir les images d'ailleurs de la remise de prix. On y va. Un fidèle et trépidant serviteur de la cause africaine, Monsieur Kalala Omotunde. Monsieur Kalala Omotunde est distingué pour sa contribution à la valorisation des humanités classiques africaines. Ce qui lui vaut cette distinction, c'est cette volonté de transmettre. C'est un grand maître de la transmission. Et le pont qu'il établit entre la diaspora et la mère, Kama, l'Afrique. Voilà, donc c'est quand même important de savoir que ça me touche beaucoup, parce qu'il y avait près d'une centaine d'historiens, 8 seulement ont été distingués, je fais partie des 8. Donc ça montre que mes pairs aussi me soutiennent, voilà, travail c'est exceptionnel, important, un travail exceptionnel. et qui reconnaissent aussi la valeur du travail et du parcours accompli et la fidélité justement à cette ligne directrice qui est celle des humanités classiques africaines. On se quitte pour une petite page des publicités et on revient en plateau avec Nusere Kalala Omotunde. De retour sur le plateau du jeudi Anthropologie Noire, nous sommes toujours avec Nusere Kalala Omotunde. On va passer au cours du jour qui risque effectivement d'être surprenant, professeur. Voilà, effectivement, c'est-à-dire que nous avions commencé un cycle
relativement étoffée sur la présence donc africaine en Europe. Et pendant ce temps, les découvertes archéologiques progressent. Et la dernière découverte, elle est vraiment détonnante. C'est-à-dire que la possibilité de nous contredire aujourd'hui, elle est nulle et non avenue. Donc les premières populations de l'Europe et de la France, c'était des populations africaines. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'elles étaient, leur présence est attestée pratiquement 14 000, voire 15 000 ans, avec 15 000 ans d'antériorité par rapport à ce que la recherche pensait. Ça change tout. Pourquoi ça change tout? Ça change tout parce que la thèse était de dire que l'arrivée des sapiens avait entraîné de fait la disparition de l'homme de Néandertal. Or, il s'avère que là, il y a eu une période de près de 10 000 ans où ils ont cohabité. D'accord. Donc les sapiens ont cohabité avec les Néandertals. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on faisait passer les sapiens pour des violents. C'est-à-dire que voilà, ils ont attaqué les Néandertals et ils les ont tous tués. Oh, maintenant, la thèse, elle est plus valable. Alors, prenons le temps de regarder le document que j'ai amené parce qu'il est très intéressant à ce niveau-là. C'est la grande découverte, la très grande découverte, et de surcroît sur le sol français, de celle qui chamboule tout et nous oblige à repenser la grande histoire du peuplement européen. Aujourd'hui, unanime, toute la presse mondiale l'évoque, puisque cette cavité de la Drôme est désormais l'étonnant témoin de la première arrivée d'Homo sapiens il y a environ 54 milliers d'années. C'est vertigineux. La découverte est énorme puisque la présence de l'homme moderne en pleine terre néandertalienne bouleverse de près de 10 000 ans toutes les chronologies du paléolithique européen. Voilà, donc c'est important de comprendre que voilà le premier européen. Vous voyez, c'est intéressant de faire un clin d'œil parce que on est parti avec la thèse coloniale tellement loin de la réalité scientifique. Voilà, beaucoup trop loin. Et c'est vrai que maintenant, il faut... c'est l'atterrissage. L'ère du Verseau. Violent. L'ère du Verseau. C'est violent. J'ai dit que les atterrissages, les histoires de l'ère des poissons ne tiendront pas. Vous voyez, même à ce niveau-là, il y a carrément une réalité scientifique maintenant qui apparaît au grand jour. Alors, c'est intéressant parce que c'est le professeur Slimak, qui est un spécialiste de Néandertal, qui, en faisant des fouilles dans cette grotte au niveau de la Drôme, est tombé sur une dent. Et en analysant, il s'est dit, mais tiens, cette dent ne semble pas être la dent d'un Néandertal, mais bien d'un sapiens. Donc avec toutes les études qui ont été faites en laboratoire, on s'aperçoit que ce qui était dit jusqu'à présent dans les documentaires scientifiques et dans les revues, c'est caduque. D'ailleurs, prenons le temps de voir le deuxième document parce que lui-même en parle. Des outils, des fossiles des dents de lait et une découverte majeure. C'est intéressant parce que celle-ci a 54 000 ans et celle-ci en a 52. Et cette dent-là a été retrouvée au-dessus de celle-là. Dans la grotte Mandrin, dans la Drôme, en France, une équipe de 40 chercheurs menée par Ludovic Slimak a trouvé des traces d'hommes modernes, c'est-à-dire d'Homo sapiens, qui auraient 54 000 ans. C'est 10 000 ans plus tôt que celle rapportée jusque-là. L'évolution des sociétés humaines a longtemps été perçue comme linéaire. L'homme néandertal aurait disparu et laissé sa place à l'Homo sapiens. Or, cette découverte prouve que ces sociétés ont pu vivre à la même époque en Europe. Avant, on vivait avec d'autres humanités. Il y avait sur la Terre 4 ou 5 différentes espèces humaines. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une. Aujourd'hui, c'est nous. Il n'y a plus que les sapiens. La grotte Mandrin aurait même été occupée en alternance entre le Néandertal et le sapiens. Ce que cette découverte de la grotte Mandrin montre, c'est que le remplacement de Néandertal par l'humain moderne n'a pas été un processus rapide. Cela s'est fait sur le long terme avec de nombreux flux et reflux des populations. La compréhension de leur chevauchement semble donc indispensable pour comprendre d'où viennent les hommes modernes. En ultime instance, la question, c'est la question de la dernière grande extinction d'humanité. C'est pourquoi et comment Néandertal s'est éteint. Ça veut dire qu'une humanité pleine et entière peut s'éteindre d'un coup, subitement, et ça devrait nous interloquer. Ludovic Slimak en est convaincu, la grotte Mandrin sera la source, à l'avenir, de nouvelles découvertes sur l'Homo sapiens. Alors c'est vrai que là maintenant, on rentre dans une nouvelle ère au niveau de l'anthropologie et de l'archéologie d'une façon générale, parce que il faut clarifier. Alors qu'est-ce qu'il faut clarifier ? Vous savez que lorsque certains parlent du Néandertal, ils en font pratiquement un ligné de la famille des sapiens.
Il faut savoir que le Néandertal ne fera jamais partie de la lignée des sapiens. C'est pas la même espèce, d'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on oublie que tous les hominidés sont venus d'Afrique. Donc Néandertal est aussi originaire du continent africain, mais il n'est pas arrivé blanc. Il était noir. Et c'est au fil du temps qu'il y a eu ce phénomène d'adaptation. Et elle a dit entre guillemets, qu'il y avait 4 espèces. Alors, Néandertal, Sapiens. la chose, elle est, pour moi, c'est là où se trouve la frontière du grand délire des spécialistes occidentaux. C'est du grand délire. Vraiment, c'est du grand délire. Pourquoi c'est le grand délire? Parce que personne ne peut prouver que tous les Néandertaux qui sont nés en Afrique ont quitté l'Afrique. Parce que quand vous les entendez parler, vous avez l'impression que tout le monde a fait ses valises et a dit « bon, ben, je me casse ». Non, il y en a qui sont restés sur le continent africain. Bon, mais comme l'Afrique, c'est le berceau de tous les hominidés, donc si l'Europe n'a connu que 2 espèces, le Néandertal et le Sapiens, l'Afrique en a connu beaucoup. Il y a beaucoup de variétés de Sapiens archaïques, beaucoup de variétés, même de Sapiens modernes, ce que nous allons voir à la fin. Donc, la chose, c'est que si on ne rétablit pas les faits pour leur dire, écoutez, arrêtez de délirer, quoi. Alors justement, prenons le temps de voir ce que dit Pascal Pic à ce sujet-là, parce que là, il est obligé de répondre aux questions. À 6h45, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. La revue Nature Communications vient de publier une étude sur notre ancêtre, l'homme de Néandertal et sa drôle de tête. Bonjour Pascal Pic. Bonjour. Vous êtes paléo-anthropologue au Collège de France et auteur notamment du Retour de Madame Néandertal, comment être sapiens, publié aux éditions Odile Jacob. Pour commencer, j'ai dit notre ancêtre Néandertal. C'est vraiment de la famille Néandertal? Alors de la famille au sens que ça a été l'espèce la plus proche de nous, les Homo sapiens, dans l'histoire de l'évolution. C'était 2 espèces différentes, donc ils ne sont pas nos ancêtres, mais cependant, on sait depuis quelque temps que du côté du Proche-Orient et du corridor de la mer Noire, où je situe d'ailleurs mon livre que vous avez l'amabilité de citer, nous avons des échanges génétiques. Donc certains de nos caractères viennent de Néandertal, et pendant un siècle, la discussion était de savoir est-ce qu'ils sont nos ancêtres ou pas. Ils ne le sont pas. Ils sont nos frères d'évolution, mais on partage quelques caractères génétiques. Ils étaient là quand, les hommes et les femmes de Néandertal? C'est une lignée qui sépare de la nôtre, au nord de la Méditerranée, vers 400 000 ans, 500 000 ans. Là, les gènes et les os sont tout à fait d'accord. Nous, on vient plutôt du sud, donc de l'Afrique, et nous sommes rencontrés au Proche-Orient et corridor de la mer Noire. Donc nos 2 lignées se séparent depuis un ancêtre commun qu'on appelle du nom très élégant d'Homo heidelbergensis. Voilà, donc là, il faut rectifier les choses parce que il l'a dit à un moment, le Néandertal, c'est pas l'ancêtre du Sapiens. Il faut arrêter le délire, il faut arrêter de raconter n'importe quoi, d'accord? Il faut savoir qu'on s'adresse quand même aux jeunes générations, il faut que les propos soient précis et clairs. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le Néandertal vient du continent africain, d'accord? Et tous les Néandertaliens, enfin cette lignée d'hominidés n'a pas quitté le continent africain. Beaucoup sont restés. C'est un petit groupe qui est parti, même s'il est parti très tôt. Mais quand il est arrivé, il était noir. Est-ce qu'on peut voir d'ailleurs le document suivant? Parce que là, il y a vraiment beaucoup de choses à clarifier. Vous voyez, l'ADN de Néandertal trahit une migration précoce de Sapiens hors d'Afrique. Vous voyez? Donc ça veut dire que lorsqu'on fait l'ADN mitochondrial du Néandertal, on voit bien que sa souche est africaine. Prenons le document suivant. Si on peut avoir le document suivant, je crois que c'est la BBC Science qui l'a fait. Voilà, regardons ça, c'est très intéressant. Là, c'est le Sapiens, justement. Neanderthals were originally dark-skinned, but over hundreds of thousands of years, their skin color had become lighter. Bon, le message est clair. Bon, alors déjà, vous voyez, les sapiens civilisés sont noirs. Les sauvages néandertals sont blancs. Vous voyez, mais on vous dit, attention, quand ils sont arrivés, ils étaient noirs. Et que c'est avec le temps, 100 000 ans, le phénomène d'éclaircissement de la peau a pris 100 000 ans. Donc voilà la réalité. La réalité, c'est que quand l'homme moderne africain civilisé arrive en Europe et en France en particulier, il tombe sur des habitants qui étaient des sauvages. Est-ce que vous comprenez l'affaire? Très bien. Et pas n'importe quel sauvage. Est-ce qu'on peut voir le document suivant? Parce que c'est important.
l'homme de Néandertal a grouillé, il était cannibale. Si des cas de cannibalisme étaient déjà avérés, ils concernaient des populations du sud de l'Europe, en Espagne et en France. Plusieurs os humains ont été découverts à Goyer, issus de 6 individus différents. Une équipe scientifique internationale, dirigée par la Française Hélène Rougier, les a analysés. Certains des os, après avoir été nettoyés, fracturés, certains d'entre eux ont été utilisés comme outils, en fait. Voilà, donc on voit que on n'a pas le même niveau de civilisation entre le Néandertal, donc qui apparaît plutôt brut, même si je tiens quand même à rappeler que il faut pas nier quand même que Néandertal était doué d'une certaine intelligence, parce qu'il y a des outils donc qui datent de son époque et qui sont des outils quand même technologiquement assez bien faits, assez bien avancés. Même si cette modernité va venir avec le sapiens africain, c'est important de bien le signifier. Bon, mais il n'en demeure pas moins que vous voyez que la chose, elle est su, mais elle n'est pas toujours dite, pour ne pas entacher l'image du Néandertal. Mais le Néandertal était cannibale. Voyez, donc on vous dit oui, le sapiens a détruit le Néandertal, mais le Néandertal se détruisait déjà, ils se détruisaient entre eux. Pourquoi on le dit pas? Voyez, donc tout ça, ça fait que il y a trop d'idéologie en fait quant au fond qui vient s'immiscer dans le discours scientifique en matière d'anthropologie et qui fait que vous voyez, depuis qu'on a commencé, on est obligé de clarifier. Maintenant, où je veux en venir? Je veux en venir que tout ce qui concerne l'histoire de l'Europe entre cette période de moins 60 000 jusqu'à la période de moins 3 000, c'est l'histoire africaine. Il faut vraiment... Pas autre chose. Non, c'est de l'histoire africaine. C'est-à-dire tout ce qu'on vous montre, Grotte de Lascaux, Chauvet, tout ça là, ce sont des Africains qui ont fait ça. Il faut que les gens arrêtent de raconter des histoires d'un mur debout. D'accord? La dame de Brassempouy, la Vénus de Willendorf, hein, toutes ces statuettes qu'on voit, toutes ces choses-là, ce ne sont pas des Blancs qui ont fait ça. Il faut vraiment le comprendre. Donc pourquoi c'est important? Il faut être clair. Je tiens à rappeler que les pigments qui ont permis de faire les dessins dans la grotte de Lascaux ou la grotte de Chauvet, ces pigments-là viennent de Zambie. C'est une invention qui a été faite en Zambie, en 350 000 de l'ère ancienne africaine. On a des peintures en Afrique du Sud. Je vous montrerai les documents quand on abordera les peintures rupestres, parce que les gens oublient qu'il y a eu une opération conjointe entre la grotte de Lascaux et les grottes sud-africaines. Et des propos ont été tenus à la télévision par les scientifiques. Et c'est là où on découvre des dossiers qu'on ne dit généralement pas lorsqu'il s'agit de l'Europe. L'autre chose qui a posé problème, c'est le fait que Paul Petit, qui est un spécialiste américain, avait soulevé le fait que les datations n'avaient été faites que par des laboratoires français, c'est-à-dire le CEA hein, de Gif-sur-Yvette. Ça ne se fait pas en matière de science. Il faut des contre-expertises quand même. C'est-à-dire que vous envoyez des échantillons à plusieurs laboratoires de différents pays et sans concertation, il y a des datations qui sont faites de manière à voir est-ce que tout le monde trouve exactement la même date. Là, on avait un problème, c'est que ce n'était qu'un laboratoire français qui plus est qui avait fait la datation. Donc ça sentait véritablement l'escroquerie. Vous voyez ? À partir de là, ça a créé un énorme problème sur le plan scientifique. Il y a eu des articles dans la revue Nature, qui est la revue internationale. Correction a été rapportée à moins 15 000. Et après, on a fait des fouilles dans les alentours pour faire des datations. Et finalement, on vous dit, bon, on est plutôt aux alentours de moins 25 000, moins 30 000. Je tiens quand même à rappeler cette affaire. Pourquoi j'insiste là-dessus? En 2012, quand il y a eu la découverte de Blombos, vous voyez des articles dans le journal Le Monde qui disaient que la science considérait que le monde africain était un monde donc de non-science. C'était un monde de non-évolution parce que cette évolution, c'est-à-dire la cognition, l'apparition de l'intelligence dans l'histoire humaine, apparaît avec les grottes dans le sud de l'Europe, notamment la grotte de Lascaux. Donc on argumente le fait que tous ceux qui ont quitté l'Afrique sont devenus intelligents. Ceux qui sont restés sur le continent, c'est une bande d'idiots, sur la base d'une fausse datation. C'est pour vous dire à quel niveau d'escroquerie on est, sur la base d'une fausse datation. Donc on s'arrange entre amis, entre collègues, on raconte des histoires. Et vous savez que Pascal Pic, que vous avez vu là, a même attaqué Yves Coppens. Parce que, en disant que Yves Coppens racialise
l'anthropologie. C'est pour ça que Coppens a été obligé de dire, attendez, le premier homme était noir. Parce que Pascal Pic l'a assassiné pratiquement, scientifiquement parlant, hein, dans des déclarations, surtout quand il avait fait le documentaire qui était passé sur France Télévisions. Bon, parce qu'il faisait passer les hommes, les sapiens africains, mi-homme, mi-singe, et ils devenaient modernes arrivés en Europe. Donc, parce que je me rappelle bien, on en avait discuté avec notre chère Lilian Thuram, qui me disait, mais c'est quoi cette affaire de sapiens africains, mi-homme, mi-singe, qui deviennent sapiens quand ils sont en Europe? Tout ça, c'était de l'escroquerie. Nous sommes en 2012. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Est-ce que vous vous rendez compte le chemin qu'on a parcouru de 2012 à 2022? C'est-à-dire pour rétablir la vérité des faits. C'est pour ça que si les gens disent, mais pourquoi j'insiste là-dessus? J'insiste là-dessus parce que moi, quand je suis parti faire mes études, j'ai été servi de tout ce qu'on peut qualifier comme de la calomnie sur le continent africain et sur l'histoire des Africains. C'était de la calomnie. On n'était plus dans la science. D'accord? Puisque même quand on a trouvé l'homme moderne, on a dit oui, c'est pas parce que son squelette est moderne que son cerveau l'est aussi. Et c'est la grotte de Blombos, avec la pierre gravée de Blombos. C'est toutes les découvertes qui ont été faites qui ont permis de mettre un terme, c'est-à-dire ça a atomisé le débat. Et dans la revue Sciences Humaines, on a bien été obligé de reconnaître que l'intelligence africaine est née pratiquement 100 000 ans avant l'Europe. Donc c'est pour vous dire de quel point on est parti et où nous sommes arrivés. Maintenant, il y a un dernier espace de discussion. C'est que en Afrique, il y avait plusieurs variétés de sapiens archaïques, mais jusqu'à aujourd'hui, moi je ne comprends pas une chose, c'est qu'il y a plusieurs espèces de sapiens. C'est-à-dire que on se ressemble, mais on n'a pas tous le même ADN. Comment on en est arrivé à découvrir cela? Lorsque on a fait les razzias négrières, on a pris des Africains qu'on a ramenés donc dans la Caraïbe et en Amérique, les descendants de ces gens ont voulu savoir mais d'où venait leur ancêtre, grand-père, grand-mère, d'où tu venais du continent africain. Et en faisant le séquençage de l'ADN de ces gens, on découvre que ces gens n'ont pas le même ADN que la famille qu'avait trouvé le professeur Leakey, donc dans la région d'Éthiopie, Kenya, c'est-à-dire Homo 1 et 2. Tous les laboratoires de la planète vont commencer à s'affoler et vont avoir l'opportunité de tester l'échantillon pour voir est-ce qu'il confirme le fait qu'il y aurait plusieurs variétés de sapiens à la surface de cette planète. C'est quand même un petit peu plus sérieux, je pense, que de nous parler d'histoire d'Européens qui partageraient 4% d'ADN avec Néandertal. Après, de venir nous dire que c'est à cause de ça qu'ils ont attrapé le Covid et que nous, on ne l'a pas eu. D'accord? Bon, non, c'est vrai. Désolé, excusez-moi. Mais je peux reprendre la presse scientifique parce que peu de temps avant, on se vantait d'avoir 4% d'ADN que l'Africain n'avait pas. Mais quand il y a eu le match retour, tout le monde disait, mince, si on peut se débarrasser des 4%, ça nous permettrait de ne pas avoir le Covid, puisque manifestement, l'Afrique, n'ayant pas ces 4%, c'est ça qui lui permet de rester sur la touche et de ne pas être sur le terrain. Bon, toujours est-il que moi, j'ai amené un document, c'est intéressant de le voir parce que ça résume bien la situation. Et ça nous renvoie au Cameroun. Voilà. Notre histoire prend un tour encore plus fascinant grâce aux recherches de la généalogiste afro-américaine Jacqueline Johnson. Cette scientifique se passionne pour les origines de son arrière-arrière-grand-père, Albert Perry, inscrit sur les registres du recensement de 1870 comme esclave affranchi de Caroline du Sud. Il est indiqué ici qu'il a 43 ans. Il est donc né vers 1827. Lui, c'est mon arrière-grand-père, Clyde. Il n'avait que 3 ans. Ce grand recensement est le premier où les esclaves sont répertoriés avec leur nom de famille. Avant ça, ils étaient essentiellement considérés comme la propriété de quelqu'un. Jacqueline Johnson a pu remonter sur 5 générations, pas davantage. Avant 1870, sa famille n'est enregistrée nulle part. Voici notre arbre généalogique. Là, c'est moi, ma mère, ma grand-mère et mon arrière-arrière-grand-père, Albert Perry.
C'est rageant de ne pas pouvoir remonter plus loin. Les gens ne sont pas sortis du néant en 1870. Ils étaient en vie avant. Alors où étaient-ils? Je veux raconter leur histoire. Je veux savoir qui était Albert Perry. I've enlisted the help of 3 scientists who use genetic ancestry tracing in their research. En 2006, je regardais à la télévision l'émission African American Lives. On y parlait d'ADN. We submitted second DNA samples. These samples can then be compared to DNA samples taken from around the world. On disait aux participants, vous êtes liés à tel groupe au Libéria, à tel groupe au Nigeria. J'ai compris que je tenais la solution, que je pouvais analyser mon propre ADN pour découvrir d'où ma famille était originaire en Afrique. Pour étudier la lignée d'Albert Perry, Jacqueline Johnson convainc un de ses cousins de donner un échantillon de son ADN. L'analyse du chromosome Y est effectuée par une société privée de Houston, dirigée par Bennett Greenspan. Quand je suis arrivé le matin, les techniciens qui avaient travaillé sur l'échantillon pendant la nuit étaient surexcités. Ils n'avaient jamais rien vu de pareil. En général, on identifie au maximum 2 ou 3 nouvelles mutations. Mais cet échantillon en présentait entre 40 et 50. Autrement dit, on venait de découvrir une ramification entièrement nouvelle de l'arbre généalogique de l'humanité. Le chromosome Y du cousin de Jacqueline Johnson est tellement exceptionnel qu'on lui donne un nom, A00. Des généticiens cherchent une équivalence parmi les milliers d'échantillons de leur base de données. En vain. Ils décident alors d'étendre leur investigation à l'Afrique de l'Ouest. La piste les amène à 11 000 km de Houston, dans le village de Mbeta, dans l'ouest du Cameroun. En 2001, un programme de prélèvement d'échantillons d'ADN avait été lancé dans cette région. L'étude comparative effectuée en 2012 révèle que 11 hommes du village sont porteurs du chromosome A00. Voilà, vous voyez que il y a des réalités qui devraient faire la une des magazines scientifiques. Parce que vous avez un ADN qui n'est pas parfaitement identique à l'ADN d'Homo 1 et 2, et pourtant, vous avez un métissage, c'est-à-dire un mélange d'ADN qui se fait, je dirais, sans aucun problème. Alors qu'en fait, il y a plusieurs variétés de sapiens. Vous voyez, avec cet exemple-là qui concerne directement le Cameroun. L'autre chose, c'est que vous voyez que quand on va chercher le nom de son ancêtre en considérant que son histoire commence quand on arrive ici, c'est une escroquerie intellectuelle. Pourquoi ? Parce que l'ADN, c'est cette démarche-là, puisque c'est pour cette raison que il faut savoir que nous avons invité le laboratoire en Guadeloupe, qui nous a expliqué ce que c'est que l'ADN, et qui nous a clairement expliqué qu'on peut avoir tout perdu, ton nom, tout ce que tu veux, mais ton ADN, tu peux pas le perdre. Et à partir de l'ADN, tout le monde peut savoir exactement d'où il vient en Afrique. Vous voyez, c'est pour ça que moi-même j'ai fait mon test. Je sais très bien de quel village venait mon arrière-grand-mère, où sont mes ancêtres. C'est-à-dire quand je regarde le globe maintenant terrestre, je regarde l'Afrique, je peux dire mon arrière-grand-mère venait de tel endroit. Vous voyez ce que je veux dire par là ? Eh ben, c'est ça que... C'est tout professeur, on veut savoir. Ah non, mais du Cameroun, naturellement. C'est pas hasard. Moi, personnellement, quand on m'a dit du Cameroun, j'ai dit, alors là, je suis vraiment pas étonné, parce que attendez, j'ai commencé les cours, la Siva Serva, c'était des Camerounais. Doukeya qui donne les cours, c'était un Camerounais. Quand on commence à retracer la ligne, le fil directeur, Ménébuc, Salomon, il est Camerounais aussi. Donc j'ai dit, bon, finalement, on est retourné beaucoup plus tôt que prévu dans la famille. Mais c'est vrai que il y a cette particularité, je dirais qu'on voit au Cameroun et dans d'autres régions en Afrique, c'est que en fait la variété au niveau de l'ADN est beaucoup plus étoffée
sur le continent africain. Parce qu'on voit bien, il y a des particularités physiques dues aussi à la différence d'environnement. Donc vous avez des gens plutôt robustes, trapus, des gens plutôt grands, minces. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une chose qu'il faut relever, que la science commence aussi, je dirais un peu en catimini, à relever, c'est qu'il y a au niveau de la variété des sapiens, je dirais quelque chose de très beau. C'est-à-dire que tous les sapiens ne sont pas forcément les mêmes, mais il y a la possibilité de se marier, d'avoir des enfants, ce qui n'est pas possible avec le Néandertal. D'accord ? La possibilité de pouvoir avoir des couples, la mixité entre sapiens et Néandertal, c'est pas possible, ils n'ont même pas le même squelette. Et est-ce que cette diversité, justement, pour expliquer, puisqu'on nous avait dit, on m'avait dit que les Noirs à l'époque pouvaient avoir les yeux bleus, les yeux verts, les yeux gris, enfin... Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des particularités qui... vous savez, les gens, les scientifiques, ils ont déjà bien compris, hein, quand les Chinois ont fait leur ADN, ils savent très bien de quelle région d'Afrique ils sont partis. Hein, les Japonais, c'est pareil. Hein, c'est-à-dire que le séquençage de l'ADN, c'est valable pour tout le monde. Vous savez, quand vous allez en Angleterre, vous avez des familles, les Moreau, les Mauriches et compagnie, les Morel, Morand, Morland, lorsque vous faites l'ADN, ça vous ramène en Afrique. Parce que c'est rattaché aux morts, c'est rattaché à une certaine époque, qui n'a rien à voir avec la dynamique de l'esclavage. C'est que l'Europe est gênée lorsqu'il faut raconter son histoire. Quand ils commencent leur débat, nos ancêtres, c'est-à-dire ils n'ont rien à voir avec ce peuple-là, ce sont nos ancêtres, d'accord ? Mais quand il faut rentrer sur quelle couleur qu'ils avaient, là par contre, on voit que tout le monde commence à transpirer et ne veut pas avouer la vérité. Nous, je dirais le but du jeu, c'est pas de perdre du temps dans ces débats épidermiques, c'est d'aller quant au fond, à la réalité, et de pouvoir bien comprendre que cette histoire nous concerne, c'est-à-dire concerne l'Afrique au premier chef. Parce que les premières migrations viennent de là. Donc les premiers outils, les premières réalisations, cette apparition de l'intelligence en Europe est un phénomène africain. Sauf que, aujourd'hui, tout le monde vous dira une chose sur laquelle on est tous d'accord, c'est que l'intelligence du sapiens africain en Europe, il l'avait déjà près de 100 000 ans en Afrique. Parce que l'invention de l'écriture en 60 000 en Afrique du Sud, vous avez la technologie du fait de chauffer la pierre pour mieux la tailler, tout ça, c'est moins 70 000. Donc, à Pinnacle Point en Afrique du Sud, c'est une technique qui apparaît à peine en 20 000 de l'ère ancienne en Europe. Donc, vous voyez la distance temporelle qu'il y a entre cette innovation africaine et son arrivée en Europe. Mais la chose, c'est que il y a cet apport de connaissances venant d'Afrique. Et il y a une autre chose qui est importante, c'est que je voudrais rappeler à nos jeunes, quand ils font des thèses, et qui concernent le monde noir, ils ne peuvent pas faire une thèse avec une bibliographie à 100% européenne. D'accord ? Surtout quand on aborde l'INIAM, je faisais la remarque pour la problématique de l'INIAM, il faut savoir que le professeur Jean Mazel, qui est un professeur français, s'est intéressé à l'INIAM. Et il a montré que les hommes, quand ils ont commencé à migrer, notamment dans la Caraïbe, ça c'est avant l'esclavage, hein, quand l'Afrique a migré dans la Caraïbe et en Amérique, il y avait déjà de l'INIAM. Et que dans les traditions les plus anciennes, on retrouve tout le long de la Caraïbe, Ziam, Niam, Yam, enfin, vraiment, la famille la voit. C'est quand même très étrange que ce professeur qui a pignon sur rue, hein, le professeur Jean Mazel quand même, qui a écrit Présence du monde noir, c'est un ouvrage qu'il a écrit dont il parle justement de cette affaire d'Ignam, que nos jeunes, quand ils font des thèses dans les grandes universités, il n'y a pas vraiment une bibliographie africaine, un peu comme si dans le monde noir, il n'y a pas de laboratoire de recherche, il n'y a pas ce genre de choses, ce qui est très étrange quant au fond, puisque parler d'un fait africain avec une bibliographie à 100% européenne, bon, on n'est pas dans le même paradigme, parce qu'il ne faut pas oublier que la matrice qui a donné naissance à cela, c'est quand même une matrice africaine. Donc il faut avoir une documentation africaine qui existe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut voir qu'il y a une espèce de continuation. L'homme africain n'est pas venu par l'entremise des bateaux négriers, il était déjà là avant. Hein, tout le monde le sait, Christophe Colomb lui-même l'a dit, les Barbosa l'ont dit, les statuettes l'ont montré, les Olmecs le montrent. Aujourd'hui, je dirais, c'est un débat obsolète, parce que tout le monde sait très bien que le premier arrivé dans la Caraïbe, et je tiens quand même à rappeler qu'il y a eu un article dans la presse française sur cette question, avec des fouilles qui ont été faites dans la Caraïbe et dans Limay. Ça, c'est pour les gens qui veulent s'amuser. D'accord ?
qui ont montré que les premiers habitants de la Caraïbe, c'était quand même des Africains, d'accord? Et au niveau de l'Afrique, de l'Amérique, il ne faut pas oublier que Lucia, dont la tête et les vestiges ont brûlé dans le fameux musée qui a brûlé au Brésil, il n'y avait pas qu'un seul squelette, il y en avait une centaine. Et que l'étude que j'ai achetée montrait bien qu'un test ADN a été fait, on sait très bien d'où ces gens venaient d'Afrique. Même si on veut les faire passer pour des gens qui venaient d'Australie. D'accord? Mais le test ADN, je tiens quand même à rappeler que le test ADN, l'étude a montré qu'on sait très bien d'où venaient ces gens du continent africain. Donc tout ça, c'est pour clarifier les faits, parce qu'il faut que les jeunes générations voient clair dans cette histoire de l'humanité avec un grand H. Voilà, c'est important. Merci beaucoup Kalala, on vous retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau cours d'anthropologie noire sur Canal 10 Télévision. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau jeudi anthropologie. Bisous bisous tout le monde.